Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission Écho du Palais, amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision. Comme vous le savez, cette émission est consacrée essentiellement aux questions de droit et ainsi qu'aux questions de justice. Mais aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est une problématique qui se pose dans la société. Nous allons parler de violences conjugales, quelles sont les barrières qui font à ce que les victimes ne puissent pas s'exprimer, quelles sont les pistes des solutions pour les violences qui se commettent dans le milieu conjugal. Mesdames et messieurs, nous avons choisi pour vous de parler de cette question avec Sylvestre Pakabomba. Sylvestre Pakabomba, il est activiste de droits de l'homme. Sylvestre Pakabomba, bonjour. Bonjour, maman Chantal. J'espère que je vous ai bien présenté ou bien il y a un détail qui est resté non, je crois que c'est la deuxième fois que je passe dans votre émission. Ben, vous pouvez toujours ajouter. En tant que tel, je suis activiste des droits de l'homme parce que les droits de l'homme m'intéressent du point de vue scientifique, mais aussi professionnel parce que je suis un officier des droits de l'homme ou spécialiste des droits de l'homme, coordonnateur d'une unité aux Nations Unies en République centrafricaine. Ah, ça veut dire que vous travaillez plus là-bas qu'ici au Congo? Oui, il s'agit de travailler dans une mission de paix pour les droits de l'homme. Merci beaucoup, Sylvestre Pakabomba Mukienge. Amis téléspectateurs, la question que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, délicate soit-elle, parce que c'est le quotidien de plusieurs couples, c'est le quotidien de plusieurs partenaires. Alors, la première des questions qu'il faille poser à Sylvestre Pakabomba est celle de définir quel contenu doit-on donner au concept violence conjugale. Comment on les définit, maître Sylvestre Pakabomba? Merci. Vous êtes aussi avocat. Je sais que vous aimez souvent m'appeler maître, mais bon. Oui, parce que je suis habituée. C'est un plateau consacré aux avocats, généralement, et donc j'ai tendance à qualifier mes invités de maître. Bon, à cause de mon expatriation et de mon travail, j'ai pu prendre un peu congé du barreau. J'étais avocat au barreau de Kinshasa Matete pendant un certain temps, mais je n'y suis plus. Donc, je n'utilise plus ma qualité d'avocat. Super. Mais sinon, pour définir les violences conjugales, on prend les deux termes. Il faut commencer par violence. Chaque fois que nous parlons des violences dans les cadres de ce qu'on appelle les violences basées sur les genres, nous parlons des actes de contrainte ou des comportements contraignants qui causent préjudice, tout simplement. Il doit y avoir un acte que vous posez ou un comportement que vous affichez, mais qui cause préjudice à la personne qui est en face de vous, qu'on appelle la victime. Alors, on dit qu'il y a violence conjugale quand cette violence-là est exercée dans le cadre d'une relation de couple. Couple principalement marié, parce que les relations de couple sont encadrées, mais aussi il y a des relations de couple qui ne sont pas encore mariés, mais qui vivent ensemble. Et quand on parle de conjugal, on voit l'ensemble des violences qui sont exercées dans le cadre de cette relation entre partenaires, mariés ou non mariés, mais qui vivent ensemble. Voilà l'expression. Elle intéresse plutôt les personnes mariées et les personnes qui vivent ensemble et qui se causent préjudice à travers un certain nombre d'actes que nous allons répertorier. Donc, comme une personne qui n'est pas mariée peut se prévaloir être victime des violences conjugales, on va te dire, ben Nabalaoté, tu ne m'as jamais épousé, donc on peut se permettre certaines attitudes envers une personne qu'on n'a pas épousée. Donc, ce n'est pas une excuse lorsqu'on n'est pas marié quelque part. Nous devons distinguer ici deux aspects. Le premier aspect, quand vous parlez de Nabalayoté, c'est l'aspect, le droit d'ester en justice pour réclamer des droits en vertu de cette relation. Et ça, c'est réservé aux personnes qui sont dans une relation qui est encadrée, les relations des mariages. Si vous avez fait les mariages civils, c'est ça qui vous donne le droit d'aller faire des réclamations dans le cadre de ces mariages. Mais quand on parle de violences conjugales, même dans le cadre d'une relation libre, Yakatofanda, comme on l'appelle, si Yakatofanda, vous vivez ensemble, par extension, on considère que vous êtes en couple. Alors, puisque la plupart des comportements répréhensibles en tant que violence conjugale sont réprimés dans le cadre du code pénal,
Dans le code pénal, on n'a pas nécessairement besoin de présenter sa qualité de marié pour ça. Les actes que vous posez peuvent causer préjudice et peuvent tomber sous le coup de la loi pénale. C'est pourquoi, par extension, quand on parle des violences conjugales, on parle principalement des violences exercées dans le cadre du couple, quelle que soit la situation. De manière générique, mais de manière légale, ne sont autorisés à faire des réclamations liées aux actes dans les couples que les personnes qui sont protégées par la loi, c'est-à-dire des personnes mariées sur base du code de la famille. Donc, comme pour dire, il faut encourager même ceux qui sont dans les Yakato Fanda de pouvoir normaliser leurs relations pour pouvoir être protégés au cas où. Protégés de manière civile par rapport à un certain nombre de cadres. Mais dans les cadres pénals, toute personne a le droit d'ester en justice tant que les actes qui lui sont préjudiciables tombent sous les coups de la loi pénale. Et ici, évidemment, il faut encourager les gens à aller enregistrer leurs relations dans le cadre d'un mariage civil, mais ce n'est pas une excuse pour qu'on puisse parler des violences conjugales uniquement dans le cadre des personnes mariées. Il s'agit ici de protéger les personnes qui vivent en couple par rapport à un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles de manière générale en tant que violence. Ces violences-là s'exercent, ne fût-ce que parce que vous êtes dans la relation. Elles n'auraient pas pu être exercées sur la personne si la relation des couples n'existait pas. C'est pourquoi, de manière générique, je reste sur ce cadre-là plutôt que d'être dans la restriction. Oui, restons un peu sur ça, parce qu'on doit quand même comprendre sociologiquement, pour soit l'idée du législateur. C'est vrai qu'il n'y a pas une loi spécifique sur les violences conjugales. On peut étendre, pour parler de ces questions-là, en abordant d'autres lois ou d'autres dispositions légales. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier la protection des partenaires dans ce cadre-là? La protection des partenaires, elle est simple. Vous savez que quand on parle du droit pénal, puisque si on parle dans le cadre de la protection, moi je parle ici de la protection pénale. À partir de là, tout le monde est concerné. La protection pénale, elle protège les personnes contre les méfaits qui peuvent leur arriver de la part de quiconque. De la part de quiconque. De quiconque. La loi érige en droit pénal des antivaleurs qui deviennent des infractions pour permettre justement à ce que ces antivaleurs-là ne puissent pas continuer dans la société. Donc, de manière générale, quand on parle de violences conjugales, tout comme de tout autre acte de violence que la loi a pénalement réprimé, c'est simplement parce que ce ne sont pas des valeurs, c'est des antivaleurs que la société veut ériger en infraction pour éviter que les personnes n'en soient victimes. C'est ça le principal point. Mais quand on parle maintenant de ça dans le cadre d'un mariage ou dans le cadre civil, c'est que en allant enregistrer votre mariage, vous avez droit à une protection spéciale de la loi, qui est le code de la famille, qui vous permet d'avoir un certain nombre de droits à réclamer, y compris contre votre partenaire quand il agit de manière répréhensible dans le cadre des violences, puisqu'on verra que certains de ces actes ne sont pas nécessairement des infractions pénales, mais dans d'autres cadres, il s'agit des infractions. Donc, on va au-delà pour dire que ces violences-là, elles sont érigées en violence comme étant des actes répréhensibles et elles sont mises en place pour protéger quiconque contre les atteintes qui pourraient provenir, ici principalement du partenaire, mais généralement de toute personne. Alors, puisque tous les actes ne sont pas nécessairement ou foncièrement des violences conjugales, quels sont les différents types de violences conjugales que l'on peut énumérer ou soit que la loi reconnaît? Ok. Je vais aller, avant d'aller dans ces détails, essayer de donner une autre nuance, puisque quand chaque fois on parle de violences conjugales, d'autres personnes utilisent une autre expression, violence domestique. Il y a une différence entre violence conjugale et violence domestique? Il n'y a pas une différence, mais il y a une nuance. Une nuance, hein. Elle se trouve où alors? Quand on parle de violences conjugales, le conjugal se réfère au conjoint. Violence dans le couple. Lié par un rapport entre mari et femme. Mari et femme, partenaire, tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est conjugal. Vous aimez bien protéger les partenaires, hein, Maître Non, Paki? parce que vous savez, l'idée de protéger les partenaires, c'est ne pas donner le blanc-seing aux personnes, de se dire que
si je n'ai pas enregistré ce mariage, j'ai un droit de vie ou de mort sur mon partenaire, alors qu'ils vivent dans ce qu'on appelle des unions de fait. Ici, ce qu'on appelle parfois, dans certains cadres, on est dans la possession d'état d'époux sans avoir été marié. Toutes ces personnes-là ont droit à une protection. C'est pourquoi je suis dans l'extension, mais j'ai donné dès le départ la nuance qu'il y a entre la protection qui est accordée par le Code de la famille aux personnes qui sont dans une relation conjugale légale et la protection qui relève du droit général qui est accordée à toute personne qui se trouve dans une relation de couple. Alors, c'est ça qui est conjugal. Quand on quitte le conjugal, il y a aussi des membres des familles qui peuvent subir des violences en étant dans la famille. Un enfant maltraité, un membre de famille qui vit chez vous, il n'est pas dans les milieux publics, il est dans les milieux domestiques. Les violences que les enfants subissent en tant que maltraitance, les violences que les femmes subissent en tant qu'épouses, les violences que même les femmes, puisque vous voulez qu'on fasse une petite nuance, celles qui sont dans ce qu'on appelle Yakato Fanda, elles vivent quand même dans la maison de quelqu'un. Les violences qu'elles subissent sont des violences domestiques. En latin, domus, c'est la maison. Donc, violence domestique se réfère aux violences que les gens vivent en milieu familial. Il y a des violences qui peuvent être conjugales, ça veut dire entre les couples, mais par extension, les violences domestiques ne concernent pas que le couple, elles concernent aussi les membres du ménage. Ça peut être les enfants, ça peut être les personnes qui vivent chez vous, ça peut être même le personnel domestique qui subit des violences de la part de ses employeurs. C'est même ça les qu'on appelle la domestiques, violence domestique. les femmes ménagères. Elles subissent des violences domestiques dans le cadre de leur milieu professionnel. Mais c'est dans le cadre de la maison de quelqu'un. Pour elles, on dira que c'est une violence. Elle n'est pas nécessairement domestique, mais c'est une violence professionnelle. Ça peut être un harcèlement, ça peut être une maltraitance, mais c'est dans son cadre professionnel. Mais les membres de la famille, les enfants, les cousins, les cousines qui vivent dans une même maison et qui se font subir des violences, ces violences-là font partie des violences domestiques. Parce qu'elles se passent dans la famille, elles ne se passent pas dans les milieux publics. Quand on dit violence domestique, c'est des violences dans le cadre familial, en dehors du milieu public, alors que quand on est en dehors, on est maintenant dans les violences publiques. Donc, et voilà, nous allons maintenant vers la qualification ou la typologie de ces violences. Voilà. Alors, les violences conjugales, comme toutes les violences basées sur les genres, elles portent plusieurs formes. Ici, je vais en citer quelques-unes. Et vous l'avez bien dit dès le départ, la loi pénale n'a pas défini en droit congolais ce qu'on appelle violence conjugale, violence domestique. Elle a défini un certain nombre de comportements en précisant que si ces comportements-là se passent dans les milieux conjugaux ou dans les milieux domestiques, ces comportements-là peuvent constituer des circonstances aggravantes. Par exemple, les viols, les violences ou bien les coups et blessures que l'on porte sur une personne quand c'est le partenaire qui les fait. Les articles 46 à 49 de notre code pénal prévoient des circonstances aggravantes. Il n'y a pas dans notre code pénal, en droit congolais, une expression qui dit violence conjugale égale infraction. Mais il y a un nombre important d'actes infractionnels qui peuvent constituer des violences conjugales. Je vais commencer par la première forme. C'est la forme des violences dites physiques. Les coups et blessures, les atteintes à l'intégrité physique, les agressions que l'on fait contre son partenaire. Il y a des articles du code pénal, 46, 47 et consorts, qui reprennent ces infractions-là. Et qui reprennent aussi que quand ces infractions sont commises dans le cadre du mariage ou dans le cadre conjugal, ça constitue des circonstances aggravantes. Il y a même des cours d'appel à Lubumbashi et autres qui ont déjà condamné des personnes simplement parce que ces violences-là ont été commises par un membre du couple. Ça, c'est la première forme et la plus courante. Et c'est là qu'on dit les femmes battues et aussi il y a des hommes battus, puisqu'il faut qu'on reprenne que ces violences-là peuvent toucher les hommes et les femmes. Deuxième aspect, les violences psychologiques. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement des actes physiques qui sont posés sur ou portés sur les personnes, mais ce sont des comportements qui humilient une personne et qui portent atteinte à son intégrité mentale ou à sa santé mentale. Les injures, les humiliations, un certain nombre d'actes. Moi, je peux même mettre les actes qui subissent parfois certaines veuves à la mort de leur conjoint, qui sont obligés de ne pas se laver, de dormir par
terre, déporter... Une femme qui peut te porter, elle ne se lave pas, elle doit porter des tenues appropriées, voilà. des tenues un peu traditionnelles. Ça touche l'aspect physique, mais ça touche plutôt l'aspect mental. On se rase, voilà. il faut se raser la tête. Se raser la tête, un certain nombre de comportements qui, en soi, ne constituent pas des attaques physiques sur la personne, mais la façon dont vit la victime, dont elle vit ses actes, la pousse à être dans une situation d'humiliation, dans une situation de... Elle se sent petite. C'est là qu'on parle des violences dites psychologiques. Ça peut même porter atteinte à sa santé mentale. Pakabo Mamukenge, s'il te plaît, oui. Tu viens d'évoquer quelque chose que je viens de vivre. Mais j'étais sur la deuxième forme, hein? Il y en a plusieurs. Oui, oui, on va revenir. Voilà. Parce que vous avez évoqué le cas de veuvage. J'ai perdu mon père en septembre dernier. Des personnes qui sont venues, merci, les personnes, des mamans qui étaient déjà des veuves, hein, des anciennes veuves, qui viennent dire à ma mère, maman, tu ne peux pas te manger après 18 heures. Vous imaginez? Ma mère a 81 ans. Mon père est parti à 83 ans. Et vous venez apporter de telles pratiques à une femme qui a vécu avec son mari pendant 64 ans. Et vous lui dites, vous n'allez pas manger après 18 heures. Elle fait l'estomac, et elle peut peut-être la tension, mais on dit non, après 18 heures, tu ne manges pas. Et une grande sœur qui venait de perdre son mari, docteur Makina, paix à son âme, qui venait de partir, et on dit à sa femme, elle dort là à même le sol. Pourtant, la dame est malade. On lui dit non, tu dois dormir parce que l'esprit de ton mari est en train de circuler ici. Tu risques il risque de revenir vers toi, commencer à te déranger. Et donc tout ça là, ça rentre dans ce paquet de violences psychologiques. Dans la façon dont vous présentez certains de ces actes, ce sont d'abord des violences physiques. Parce que si vous obligez quelqu'un à dormir par terre, c'est déjà une violence physique. Si cette personne-là est malade, ça veut dire que vous portez atteinte à son intégrité physique. Mais au-delà du physique, vous sentez l'humiliation qu'il y a de vivre de telles situations. Dans le mental de cette personne, elle peut... D'abord, elle a perdu un être cher. Il y a un effet psychologique sur ça. Et puis, elle subit des effets sans... Vous voyez en quoi c'est une violence conjugale? Si elle n'était pas dans une relation de couple avec le décujus, cette personne-là n'allait pas subir cette violence. Elle devient conjugale par le fait d'avoir été en relation de couple, mariée ou partenaire d'une personne qui vient de décéder, et elle est obligée de subir un certain nombre d'actes. En fait, tu es sanctionné doublement. C'est une forme de sanction. Dans le cadre du protocole de Maputo, on parle à l'article 20 des droits des veuves. On a parlé des humiliations, des traitements cruels, inhumains et dégradants, qu'il faut que les États prennent des mesures pour ça. Et quand on en a parlé, c'est parce qu'on considère ça comme des pratiques traditionnelles néfastes. Votre sujet porte sur les violences conjugales et c'est quelques obstacles. Un des obstacles les plus grands dans les contextes africains, dans les contextes qui est le nôtre, c'est nos pratiques coutumières. Puisqu'il y a toujours un soubassement culturel à ces actes. Mais ce soubassement culturel-là ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne, ne doit pas porter atteinte à son intégrité physique. Et c'est par rapport à ça que ça devient des violences et qu'il faut les encadrer. Voilà, ça c'était la deuxième forme. On va revenir sur ces aspects liés aux pratiques néfastes. La troisième forme, ce sont les violences sexuelles. C'est les plus grandes violences dont on parle ici. On ne peut pas quand même aussi aller jusque-là. En quoi est-ce que le sexe peut constituer, ou soit devenir un motif de pouvoir justifier une violence sexuelle quand même? Des gens sont... Dans le couple. Dans le couple, ou soit des partenaires, ils consentent, il n'y a pas de mineurs là-bas. Comment est-ce qu'on peut évoquer une violence sexuelle? Malheureusement, dans le cadre de la loi de 2006, la loi sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo, des dispositions existent qui exigent un consentement quand il faut passer aux relations sexuelles, y compris dans le cadre du couple. Et il y a eu des condamnations dans ce pays par rapport au fait qu'une femme a porté plainte qu'elle n'était pas en état d'avoir des relations avec son mari, mais par devoir conjugal, celui-ci l'aurait obligé à avoir des relations sexuelles non consenties.
l'idée du consentement pour aller aux relations sexuelles existe aussi dans le cadre du mariage et dans notre loi. Problème est athée. Et puis tu vas voir les mamans qui disent non, mais regarde, mais c'est ça le secret à l'Ibala, c'est ça. Non, ça c'est ce que vous avez appelé le soubassement culturel. On va en parler. Parfois nos lois sont en déphasage avec nos pratiques, mais entre la protection des personnes qui subissent des violences et la protection d'un acquis culturel qui est général, je crois que le droit a pris son option, c'est celui de protéger les victimes contre toutes sortes d'actes sexuels. Et le consentement est exigé dans le cadre des relations entre un homme et une femme, même mariés, même en couple. Donc il faut faire attention, il y a des lois qui existent là-dessus et plusieurs jurisprudences ont déjà démontré que ce n'est pas un blanc-seing, le fait de se marier, de sauter sur votre partenaire sans son consentement. Ça, on peut en discuter, on peut en faire des débats, mais la loi est très claire là-dessus. On parle du viol conjugal, ça existe. La quatrième forme, ce sont les violences d'ordre économique. Les interdictions, par exemple, que les personnes font à leurs épouses d'aller dans les milieux publics, d'aller travailler. Heureusement que la loi sur le code de la famille a élagué cette disposition de l'ancien article 448-451 du code de la famille de 87. Il n'y a plus d'autorisation maritale pour aller justice, pour la femme n'est plus une incapable pour aller travailler. Encore que le code du travail devrait suivre clairement là-dessus, même s'il était muet. C'est que le prof Kumbo à l'époque, en 2002, avait appelé le silence coupable du code de la famille et du code du travail. Ben, ça, c'est un autre aspect. Le fait de vouloir empêcher votre partenaire d'accéder aux ressources, on appelle ça dans les droits des violences sexuelles le déni d'opportunité et le déni des ressources. Ce déni des ressources qu'un mari impose à sa femme, l'empêchant d'aller travailler ou la harcelant, même après avoir été, même après un consentement qu'elle aille travailler, mais la harceler à cesser de travailler, à cesser de faire ceci, ça constitue une violence d'ordre économique. Et beaucoup de femmes vivent ça dans les relations conjugales. Maître, en dehors de ça, s'il vous plaît, je vais vous revenir. Merci. Il y a une personne qui m'a contacté cette semaine pour me dire, elle est fiancée, la fille, elle est fiancée, elle travaille quelque part, et son fiancé lui demande, avant que nous puissions continuer notre relation, tu dois arrêter parce que j'ai comme l'impression que tu n'accordes pas beaucoup de temps. Tu ne m'accordes pas beaucoup de temps, tu n'accordes pas beaucoup de temps à notre relation, mais tu es toujours attaché à ton travail. Et donc, si il faut que nous puissions avancer dans notre relation, tu dois abandonner ton travail pour qu'on puisse déclencher d'autres étapes. Que diriez-vous? Mais ça, c'est déjà une violence basée sur les genres. Je ne vais pas qualifier ça déjà des violences conjugales, mais elles s'y apparentent parce qu'ils sont dans une relation de couple. Vous ne pouvez pas conditionner, c'est une forme de pression morale, une forme de harcèlement que vous exercez sur votre partenaire pour qu'il ne puisse pas accéder aux ressources. De manière générale, c'est une violence basée sur les genres, on appelle ça violence économique, mais ici, comme ils ne sont pas encore dans une relation de couple conforme, on ne va pas parler d'une violence conjugale, mais elle s'y apparente. Et c'est ça, cette forme-là dont j'ai parlé en parlant des violences économiques. Une autre forme de violence économique qui est répréhensible du point de vue du droit pénal, c'est par exemple dans le cadre de la gestion du régime matrimonial, un homme qui vend une maison commune sans informer sa femme. C'est une violence économique. Beaucoup de femmes vivent ça. Ah non, on a teka kindako. Et les femmes aussi le font. Hein? Ou les femmes le font. C'est pour ça que j'ai dit, quand on parle de ces violences, il faut éviter de parler du sexe. Même si le taux, il est quand même... il n'est pas comparable. Hein? L'homme et la femme, il y a quand même un écart. Nous sommes dans des sociétés fortement patriarcales. On a même des lois qui ont une tendance patriarcale d'une certaine manière. Les femmes continuent à se battre pour gagner, du point de vue légal, certains combats. Donc, hommes comme femmes peuvent subir ça, mais le fait, par exemple, de liquider un régime matrimonial en dehors du consentement de votre conjoint constitue une forme de violence économique. Un abus de confiance dans le cadre du couple. Cet abus de confiance-là constitue une violence conjugale. Vous vendez la maison. L'abus de confiance constitue une violence conjugale. Oui, l'abus de confiance d'un homme
qui avait par exemple reçu l'argent de sa femme pour le garder, mais qui l'utilise à d'autres fins sans son consentement. C'est un abus de confiance. Tout comme cette femme à qui l'homme a pris tout son salaire, lui a donné pour pouvoir garder, elle redistribue ça, elle réoriente ça à d'autres fins. Elle tombe sous le coup de violence conjugale. Oui, tout ce qu'il y a comme action qui porte préjudice à votre partenaire et qui conduit à la réduction de son accès économique constitue une violence. On donne des infractions. Il y a des personnes qui ont été condamnées pour abus de confiance dans le couple. Et cet abus de confiance-là tombe sous les coups des violences conjugales. Les gens n'en parlent pas souvent, mais ce sont des actes pareils. Les violences numériques, une autre forme. La fois dernière, on a parlé des violences numériques. On a dit que certaines violences numériques visent à empêcher la femme d'apparaître dans l'espace public. Les contrôles qu'on fait sur son téléphone, le harcèlement qu'il y a à avoir son code, à l'empêcher, à lui poser 1000 questions. Tu as appelé qui? Moi, ou bien à mettre la personne sous écoute, sans son autorisation, dans le cadre du couple. Ou à l'obliger à vous donner ces mots de passe sans son consentement. Vous pouvez vous entendre. Nous insistons sur ce point-là. La violence intervient dès lors que le consentement n'est plus requis et dès lors qu'on commence à exercer des pressions sur la personne. Vous empêchez votre femme à être une activiste publique parce que pour vous, si elle est sur l'espace public, on avait parlé de violence numérique en expliquant ça. Quand vous le faites, c'est une forme de violence conjugale parce que vous êtes dans une relation de couple. Ça ne vous donne pas le droit d'empêcher quelqu'un d'avoir accès à un certain nombre de privilèges, y compris d'aller apparaître sur les réseaux sociaux ou autres. Vous pouvez, dans le cadre de votre relation, vous entendre d'une certaine manière, mais si il n'y a pas eu consentement et que vous faites la pression et que vous empêchez, vous mettez sous écoute, vous mettez sous suivi, vous faites en fait, tout ce qu'il y a comme espionnage numérique, il s'agit aussi d'autres types de violences conjugales qui peuvent tomber aussi sous les coups de la loi pénale si les textes le prévoient. Et enfin, il y a d'autres... Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a les violences sexuelles, les violences physiques, les violences numériques, les violences économiques qui peuvent apparaître sous toutes ces formes. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Non, je crois que c'est bon. C'est ça les formes de violence que nous connaissons. Peut-être qu'il y en a celles que nous découvrirons aussi au fur et à mesure. Mais alors, dans ce cas, lorsqu'on se retrouve dans ce cas, Sylvestre Pakabomba, qu'est-ce que la victime peut faire? Parce qu'on dit généralement que les problèmes de famille, parce que nous sommes dans un cadre familial, les problèmes de famille, les problèmes conjugaux se règlent en famille, se règlent autour d'une table. Qu'est-ce qu'on fait? On tait les choses, on meurt en silence, ou bien la loi prévoit des mécanismes de protection, soit permet aux victimes de se faire justice ou de recouvrer leurs droits. Les victimes ne peuvent pas se faire justice, tout simplement, parce que se faire justice, c'est-à-dire que c'est prendre soi-même sur soi et agir. C'est ça qui conduit à un certain nombre de dérives que nous avons constatées dernièrement, où parce que vous êtes sous pression de votre partenaire, vous pouvez vous faire justice en lui coupant la tête la nuit ou en utilisant un mortier quand il dort. Non, on ne peut pas se faire justice. Mais il y a des instances judiciaires qui peuvent vous aider à vous rendre justice. Avant même d'aller aux instances judiciaires, parce que nous parlons d'un domaine quand même qui est délicat. Sensible. C'est le domaine de la vie privée. Et les domaines émotionnels, comme vous l'avez dit, c'est les domaines de la vie privée. Généralement... Comment concilier les deux? Oui. Se faire réparer et garder cette affection envers la même personne qui vous fait subir les choses. On ne donnera pas des conseils aux gens sur l'affection ou pas. Mais on va leur dire ce que prévoient les textes. Et je voulais en parler ici d'une manière claire pour que nous ne puissions pas considérer cette question-là comme une question juridique. C'est une question sociologique avant d'être une question juridique. C'est pour cela que les solutions juridiques
dont on va parler, ce sont des solutions qui viennent en complément de ce que les gens se seront dit en privé. Même lorsque le code pénal aurait... nous avons... On peut le saisir aussi dans une certaine mesure, mais on doit le régler pas de manière très, très, très juridique. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que... mais oui, en quelque sorte, c'est ça, en fait. Nous, les juristes, quand on parle de ces questions de société, nous avons parfois tendance à penser que notre solution... est la meilleure, et elle est impérative. Oui, quand on parle du code pénal, quand on parle de la loi pénale, évidemment, toutes les personnes qui sont victimes ont le droit de saisir les juges compétents pour régler les problèmes. Mais vous savez comme moi que quand vous êtes dans les instances même judiciaires où il y a des questions de divorce et autres, il y a des questions de conciliation. Même nous, dans notre droit, on a compris que les questions des droits, les questions des vies conjugales, ce sont des questions qui doivent se régler au-delà du droit, avec des conciliations, avant qu'on puisse prononcer les divorces. Il y a une raison pour ça. C'est pour cela que je ne vais pas m'avancer dans la solution à donner directement ce que prévoit la loi. Puisque ce que prévoit la loi est clair. Vous êtes victime d'une infraction, vous avez la possibilité de porter plainte et vous serez protégé par les juges compétents. Mais c'est ça. La violence dans le couple, c'est parfois, elle arrive à ces niveaux-là quand il y a eu beaucoup de silence, quand il n'y a pas eu beaucoup de communication, quand il y a eu exaspération. Ça arrive souvent devant les cours et tribunaux, quand il y a eu déjà, par exemple, quelqu'un qui en a subi des coups et blessures, quand quelqu'un a subi déjà les viols, quand quelqu'un... On est déjà au-delà de la commission de l'infraction. L'idée ici, c'est de dire quoi? C'est-à-dire, dans le cadre de cette vie privée, il y a des règles à respecter. Et ces règles-là sont prévues par les droits de l'homme. C'est la dignité humaine, c'est le respect de votre partenaire, c'est la communication... non négociable, en tout cas. Mais à partir du moment où vous ne vous entendez pas sur ces questions, si vous tombez sous les coups de la loi pénale, pour toutes ces infractions dont on a parlé, les viols, les agressions sexuelles, puisque viol et agression sexuelle, c'est deux choses différentes. Agression sexuelle, c'est un viol manqué, un bisou forcé, les attouchements sur une personne, ainsi de suite, qui n'ont pas abouti nécessairement aux actes à l'accouplement d'une certaine manière, entre guillemets, pour ne pas parler d'accouplement, puisqu'il s'agit d'un terme plutôt réservé aux animaux, mais en fait, agression sexuelle, c'est un viol manqué d'une certaine manière. Il y a quelques éléments qui doivent apparaître pour qu'on puisse... Mais c'est une infraction dans le cadre du droit national en termes de viols et violences, atteinte à l'intégrité physique. On peut arriver, quand on parle du veuvage, il y a tout un ensemble d'actes qui sont posés. Ça veut dire que dans le cadre des solutions, puisque il y a d'une part la protection de la victime qui est un impératif et d'autre part le contexte social dans lequel on vit qui prévoit que ces actes-là sont possibles, qui prévoit le pardon dans le couple, qui prévoit qu'on peut hausser le ton, qu'on peut s'entendre, qui prévoit un certain nombre d'actes qui sont acceptés dans la famille comme étant le pire. Quand on fait le mariage, beaucoup de gens considèrent que c'est le point de départ. Ce sont ces actes-là qu'il faut négocier à travers une communication. Il faut aussi négocier ces actes-là à travers une sensibilisation des couples. Pour parler des violences conjugales, tout ce qu'il y a comme conseil à donner au couple, c'est que votre partenaire n'est pas un acquis. Votre partenaire n'est pas un objet que vous allez utiliser. Il n'est pas un ennemi non plus. Il n'est pas votre ennemi. Quand on dit que non, je dors avec mon ennemi le plus intime, comme on le dit souvent, monguna nanga voisine ou voisin. Non. Vous êtes en couple parce que vous avez décidé de vivre ensemble, il y a des hauts et des bas, mais sur ces questions-là, il y a un dialogue qui doit se faire, et quand il y a dépassement, c'est là que la sphère publique entre. Quand il y a dépassement, vous commencez à commettre des infractions, eh bien la loi prévoit des voies de recours pour ces femmes qui vont aller dans les cours et tribunaux réclamer qu'on puisse appréhender l'auteur des violences. Et il ne faut pas qu'on en arrive là parce qu'on n'a pas fait le travail en amont. Deuxième aspect, pourquoi je répréhende notre façon juridique de penser, c'est que nos textes de loi, dans le cadre des relations conjugales, ils sont basés sur le droit écrit. Hein? Une monogamie qui est acceptée comme telle par les textes, alors que dans les coutumes, les gens sont capables d'aller chercher d'autres femmes, d'aller même les doter coutumièrement, et
il n'y aura pas bigamie. Ce silence-là, n'est-il pas coupable? Parce que dans le code de la famille, la bigamie, c'est quand vous allez enregistrer un second mariage. C'est quand vous allez enregistrer. Ce n'est pas quand vous êtes allé faire le mariage coutumier, qui n'a pas de reconnaissance légale pour aller rester en justice. Tant que la personne n'a pas enregistré son mariage, vous ne pouvez pas aller l'accuser de bigamie. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Mais pourtant, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle une relation extra-matrimoniale, extra-conjugale. Et il y avait aussi un certain nombre de réminiscences de certains textes qui disaient pour que l'adultère de l'homme ou de la femme puisse être de l'homme puisse être accepté, il faut qu'il ait un caractère injurieux. Donc, on a un traitement différencié entre les justiciables hommes et femmes sur base d'une même infraction. Ce sont des limites ouais. des textes légaux. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions faire avec la Commission des réformes et du droit congolais et avec toute la communauté un véritable débat sur les options que nous prenons dans la loi pour que les poursuites ou bien les plaintes qu'on fait dans les cadres légaux puissent être efficaces. Vous vivez dans une société où toute la société est d'accord avec des mariages et des comportements extra-conjugaux, y compris arriver jusqu'à aller doter dans des familles coutumièrement et ne pas aller à la commune. Et on s'est dit non, mais ça ce n'est pas un mariage puisque ça n'a jamais été enregistré, il n'y a pas bigamie. Pourtant, dans ces conditions-là, on dit même que les enfants, eux, ils sont légitimes. Ce sont des enfants qui sont pris au même titre que tous les enfants. Oui, bon, on ne peut pas remettre en cause cette petite faveur qui est accordée aux enfants, simplement parce que les enfants n'ont pas choisi de naître dans les mariages ou hors mariage. Ils sont vraiment hors de ces champs-là. Mais pour les hommes et les femmes qui choisissent d'être deuxième femme, d'être petits, comment on appelle ça les hommes, les petits pompiers, ça c'est leur problème. Ils ont fait ce choix. Et je crois que dans la logique légale, on a adopté cette position pour les empêcher de continuer à penser comme ça. Mais ce que j'étais en train de dire en invoquant ces aspects, c'est quoi? C'est que, puisque vous parliez des violences conjugales et des barrières culturelles, quelle piste de solution? Parce que c'est là la dernière question que je voulais vous poser. Okay. Violences conjugales face aux barrières culturelles, quelle piste de solution lorsqu'on se retrouve dans ces conditions-là? Voilà, la piste de solution, elle est simple. Les barrières coutumières sont des ancrages. Les barrières coutumières sont des ancrages. Quand je parle du veuvage, comme je l'ai donné ici, c'est clair que dans nos coutumes, on dit quand l'homme meurt, il faut il faut qu'on puisse laver, nettoyer la femme. Tu vois, il y a une noblesse dans l'objectif. Tout ça. Voilà, tout ça. L'objectif est noble. Mais la pratique est déplorable. Il faut concilier ces aspects-là. Mais nous avons pris l'option, en tant qu'État, d'accéder à un certain nombre de textes qui nous donnent des obligations. Quand vous regardez le protocole de Maputo sur le veuvage, je ne donne que cet exemple, le protocole de Maputo, à l'article 20, il prévoit que les États prennent des mesures pour faire en sorte que la veuve, 1, ne soit pas victime d'actes des traitements cruels, inhumains et dégradants. 2, qu'elle ait accès à l'héritage. Et 3, qu'elle garde la maison. Et 4, qu'elle ne puisse pas être l'objet des brimades. Mais ça, c'est une obligation qui est posée aux États. Pourquoi elle est posée sous cette forme d'obligation programmatique? Ça veut dire qu'on demande aux États de prendre des mesures. Parce qu'on ne peut pas aussi porter atteinte à nos coutumes de manière autoritaire. Ça veut dire qu'il appartient aux États de discuter et de voir quelles sont les pratiques coutumières qui portent atteinte aux droits des individus, qu'on doit considérer comme néfastes avant de les criminaliser, afin que les auteurs de ces actes puissent être poursuivis devant les cours et tribunaux et que les victimes puissent être protégées. Mais en dehors de ça, puisqu'il s'agit des relations conjugales, c'est-à-dire qui se passe dans un espace privé, familial, un espace ésotérique, parfois un espace où on dit que le secret est de mise. Tant que vous n'avez pas convaincu ceux qui sont convaincus que leur pratique protège la personne, vous n'allez pas atteindre l'objectif. C'est pour cela qu'il est important, au-delà de tous les débats qu'il y a, respecter les engagements internationaux, de respecter la loi, de protéger les femmes, il y a nécessité d'un débat
clair sur les aspects culturels à la base avec le code de la famille, afin que la réforme qui se fera dans le cadre du code de la famille respecte le contexte pour que la pratique puisse être efficace. Sinon, on fera comme on l'a fait. On a une loi qui prévoit une monogamie, mais où tout le monde est polygame et personne ne poursuit personne pour bigamie, parce qu'à la fois il y a un obstacle légal, mais à la fois il y a une tolérance sociale du cas. Toutes les questions des mœurs, qui vont en déphasage avec les obligations en matière des droits de l'homme nécessitent un débat, nécessitent une discussion franche. Il ne faut pas qu'on entre dans les discussions entre activistes qui veulent à tout prix le statut, la table rase, et les traditionalistes qui veulent le statu quo antécoutumier, alors que nous vivons dans une société évolutive. Il y a nécessité de discuter de ces questions-là. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une question de société. Et les questions de société ne se résolvent pas toujours devant les cours et tribunaux, ne se résolvent pas toujours avec les textes des lois. Ils se résolvent toujours avec un débat ouvert qui permettra à tout le monde de s'exprimer, parce que les coutumes qui ont été instituées, elles permettent aussi de contextualiser. Donc les droits de l'homme doivent s'appliquer, mais ils doivent s'appliquer dans le contexte et laisser cette marge d'appréciation des États, mais qui doit se faire dans le cadre d'un débat ouvert avec tout le monde. Ceci dit, tant que les lois pénales existent, tant que les victimes sont en train de subir les affres, il est important que ces victimes puissent être accompagnées, qu'elles puissent ouvrir les portes et qu'elles puissent dénoncer ces actes. C'est pour cela que dans le cadre de cet activisme, la solution finale serait de sensibiliser tout le monde, mais plutôt d'expliquer aux gens que toutes les pratiques qui portent atteinte à la dignité humaine doivent être revues. Et si l'État veut que ça s'applique, il faudrait prendre des mesures législatives, pénales, pour permettre à toutes les victimes d'accéder à leur juge naturel. Quelque chose qui reste un défi. Quelque chose qui reste un défi, mesdames et messieurs. Vous avez compris avec moi, je suis certaine que vous avez tiré beaucoup de choses de cet entretien. C'est une question complexe, une question qui met en cause les relations en famille, et donc tout ne se résout pas seulement devant les cours et tribunaux. Et donc lorsque vous vous retrouvez dans des conditions comme celle-là, vous pouvez les régler à l'amiable, en famille, mais lorsque vous pensez qu'au niveau de la famille, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution, vous ne pouvez plus obtenir gain de cause par rapport à un partenaire ou une partenaire, eh bien, la loi vous accorde de pouvoir saisir votre juge naturel pour que la justice vous soit rendue. Mesdames et messieurs, je recevais pour vous Sylvestre Pakabumba. Avec lui, nous avons parlé de cette question cruciale des violences conjugales qui sont un problème des sociétés aujourd'hui. Mais nous avons également parlé des barrières qui font à ce que ces violences puissent perdurer, mais aussi il a proposé, selon lui, ce qu'il estime comme des pistes de solutions pour que des personnes qui se retrouvent dans ces conditions-là puissent retrouver leur justice ou retrouver leurs droits. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission Écho du Palais. Nous prenons rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine avec un autre invité. Merci à Valdi qui était derrière la caméra. Et merci à tous les spectateurs, téléspectateurs de Congo 26, la chaîne de l'Unité nationale, à ceux qui nous suivent à Kinshasa et partout ailleurs. Au revoir. Au revoir.